bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres du journal. 50 000 hectares de forêt à réaliser en Guinée. Le Premier ministre valide le projet. L'accord est signé avec une société thaïlandaise. Agriculture, un projet pilote de maraîchage dans le village de Banankoni, 2 hectares pour l'instant. Le projet veut inciter les femmes à s'investir dans la protection de Dame Nature. Et puis cette tournée du gouverneur de Farana, il était récemment à Kalinko, une CRD très productive de Dingirai, visite des terrains, motifs par le développement. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Le président Alpha Condé est en France pour une visite d'État. Il est arrivé cet après-midi et doit rencontrer plus tard son homologue et ami François Hollande. Plusieurs sujets devront être abordés au cours de cette rencontre, notamment l'immigration, le partenariat Afrique-France, pour ne citer que cela. Sanassi Keita. Les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, aujourd'hui aux couleurs guinéennes et françaises. Partout sur cette avenue historique de la capitale française, ce sont les tricolores de ces 2 nations qui flottent. Et pour cause, professeur Alpha Condé arrive pour une visite d'État. La dernière justement pour un chef d'État sous la 5e République avec le président François Hollande. Nous voici maintenant à l'aéroport d'Orly ce lundi 10 avril 2017 pour accueillir le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Personnalités guinéennes et françaises ainsi que les ambassadeurs des pays africains accrédités auprès du gouvernement français sont venus nombreux pour réserver au professeur Alpha Condé un accueil chaleureux. Il est 14h45 ce lundi 10 avril 2017. L'avion transportant le chef de l'État guinéen atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Paris-Orly. À sa descente, professeur Alpha Condé est accueilli par Annick Girardin, ministre française en charge de la fonction publique, qui le conduit directement au pavillon d'honneur de cet aéroport où se trouvent toutes ces personnalités guinéennes et françaises, sans oublier bien évidemment les ambassadeurs des pays africains accrédités auprès du gouvernement français. Une manière justement de conférer à cette visite d'État en France du professeur Alpha Condé avec François Hollande toute son importance. Et justement, c'est pourquoi la ministre de la fonction publique a mis l'occasion à profit pour témoigner au président de la République de l'importance de cette visite d'État. Visite au cours de laquelle professeur Alpha Condé et François Hollande mettront l'occasion à profit pour évoquer plusieurs questions d'intérêt commun entre Paris et Conakry, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. À cela s'ajoutera également le partenariat entre Paris et l'Afrique. Entre autres dossiers qui seront évoqués à ce niveau, on note aussi les thématiques de l'énergie et de l'immigration. Voilà en substance l'enjeu fondamental de cette visite d'État du président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, ici en terre parisienne de la République française, où il rencontrera ce mardi 11 avril 2017 au Palais de l'Élysée son homologue François Hollande. Une visite avec beaucoup de sujets inscrits donc à l'ordre du jour, une visite que suivent nos équipes en France et sur laquelle nous allons revenir largement. Le Premier ministre guinéen et le président d'une société thaïlandaise viennent de signer un protocole d'accord. Cette société est spécialisée dans la réalisation des forêts à croissance rapide. L'accord porte sur la mise en valeur de 50 000 hectares en Guinée. Ousmane Bangora. La signature de ce protocole d'accord entre le Premier ministre guinéen et le président de la société Bigreen de Thaïlande est le fruit de l'excellence des relations de coopération entre nos 2 pays. C'est une société spécialisée dans la création des forêts à croissance rapide. Ici, les partenaires s'engagent devant les autorités guinéennes à réaliser 60 000 hectares en Guinée. Ce projet en Guinée pourra apporter, avec les 60 000 hectares disponibles pour ce projet, 30 000 emplois directs à la population. Et ce projet consiste à lutter contre le changement climatique et c'est un projet dans tout ce qui est énergie renouvelable. Le Premier ministre Mamadi Youla a réaffirmé l'engagement de son gouvernement dans la réalisation de cet ambitieux programme de développement.
C'est une société thaïlandaise qui a développé tout un processus avec même le développement d'une espèce végétale. Ils envisagent de développer un projet ici en Guinée sur une superficie de 60 000 hectares. Donc ce sera le projet pilote qu'ils comptent développer ici. Ce projet va créer 30 000 emplois directs. Occasion pour le gouvernement guinéen de réduire le chômage et les changements climatiques en Guinée. Le groupe Greenpeace vient de boucler sa mission dans la zone maritime guinéenne. L'opération a duré une semaine. Elle a été exécutée avec la partie guinéenne des cadres du Centre national de surveillance des pêches, Alassane Djogobari. Cette mission de surveillance est un exercice qui cadre avec les préoccupations du gouvernement guinéen. La coopération avec Greenpeace permet une exploitation plus rationnelle des ressources halieutiques. Le bateau Esperanza est doté de moyens de détection et de communication avec un équipage de 30 personnes, 6 Zodiac et un hélicoptère. Au cours de cette campagne, 12 navires ont été inspectés et 3 arraisonnés, soit 2 navires chinois et un battant pavillon léonais. Les inspecteurs guinéens en sortent épanouis. Mon sentiment est que cette ONG revient chaque fois dans nos eaux pour la surveillance maritime et aérienne parce qu'elle est franchement très équipée et on est vraiment honoré. Avec Greenpeace, on savait déjà, mais on a appris beaucoup de choses, surtout la disponibilité des gens. Je ne cesse de répéter ça. L'équipement. Vous voyez derrière moi un hélico que je n'ai jamais fait un survol. C'était la première fois à Greenpeace, mais je vous dis c'est un avion très stable, très stable. Au terme de la mission, l'équipe de Greenpeace dresse un constat plutôt alarmant. Capture des espèces protégées, utilisation de filets inappropriés, conditions de vie des marins guinéens dans les bateaux chinois jugés difficiles sont entre autres anomalies. C'est ce qui manque maintenant à la Guinée et nous souhaitons que le CNSP ait des moyens comme Greenpeace dans l'avenir. Ce qui m'a également frappé, c'est le professionnalisme avec lequel les inspecteurs guinéens font leur travail. Malgré les maigres moyens dont ils disposent, ils sont d'un professionnalisme exemplaire. Et je pense que c'est ici l'occasion de lancer un cri d'appel au gouvernement guinéen pour qu'il leur donne les moyens dont ils ont besoin pour faire le travail. Greenpeace recommande à la Guinée une gestion rationnelle des pêches par une réduction du nombre de navires pour éviter une surexploitation des ressources. Les résultats que nous avons aujourd'hui nous indiquent que tout n'est pas parfait, il y a encore des efforts qu'il faut fournir et nous allons essayer de prendre les mesures nécessaires pour corriger tous ces impairs-là. Greenpeace évolue dans les côtes ouest africaines depuis 2010, année d'ouverture de sa base à Dakar. Son objectif est de s'attaquer au problème des pêcheries dans la région. Greenpeace note cependant l'absence de franche coopération régionale dans la lutte contre la pêche illicite et illégale. Un projet pilote de maraîchage pour inciter les femmes à s'impliquer dans la protection de mère nature. Il va être mis en pratique dans le village de Banankoni avec un soutien de quelques responsables de l'autorité du bassin du Niger et d'une ONG. Cette phase pilote cible 2 hectares. Ansouman Toumani Kamara. Principale artère fluviale de l'Afrique de l'Ouest, depuis des décennies subit plusieurs formes de menaces environnementales. D'où des initiatives pour sa restauration à travers des activités innovantes qui préservent l'écosystème. C'est le cas de ce projet maraîcher dans le village de Banankoni, sous-préfecture de Karfamouria, dans Kankan. 5 mois après sa mise en œuvre, une délégation de l'ONG Wetland Mali, qui est le maître d'ouvrage de cette initiative, est venue remettre ces 2 hectares de culture maraîchère aux femmes de la localité. Notre mission, c'est vraiment d'aider les populations à se prendre en charge en menant des activités d'adaptation au changement climatique. C'est des sites pilotes que nous avons choisis. Il s'agit des expériences, des démonstrations pour démontrer qu'on peut réussir étant dans ce type d'environnement. Ce qu'on leur demande seulement, c'est de persévérer dans l'action. Parce que ce qui est mis à leur disposition, c'est un bijou. Parce que ça va les occuper toute l'année. Elles enlèvent, elles ont déjà récolté les oignons. En place, elles ont remis d'autres plants.
Donc si ça continue comme ça, et au bout d'1 an, de 2 ans, ces femmes-là seront les plus prospères de la préfecture. Dans les 10 préfectures du bassin du Niger en Guinée, le secteur de Banankoni a eu le privilège de bénéficier de ce projet pilote de maraîchage. La localité est récompensée pour son engagement dans la protection de l'environnement à travers sa forêt classée. Assurer la sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté et favoriser l'abandon des pratiques néfastes pour l'environnement sont entre autres ambitions de ce projet. C'est une délivrance pour nous les femmes. L'argent issu de nos récoltes est entièrement versé à notre compte. Nous ne faisons plus la carbonisation pour subvenir à nos besoins, mais nous demandons un magasin pour stocker nos produits. Le facteur limitant du maraîchage dans la région de Haute-Guinée, depuis toujours, c'est le problème d'eau, notamment en période critique que nous vivons maintenant, le mois de mars, le mois d'avril. Et ce problème semble être entièrement résolu ici par la présence du forage et qui permet une alimentation régulière de ce périmètre. Situé au nord et à 9 km de Kankan Centre, le village de Banankoni est aujourd'hui enclavé. Ce qui était un handicap pour l'écoulement rapide de ces produits maraîchers vers les marchés du centre-ville. C'est une autre doléance posée pour la réussite de ce projet pilote de maraîchage en Haute-Guinée. Une rencontre pour faire l'état des lieux de l'enseignement technique. Le rapport produit a été étudié lors d'un cadre d'échange fructueux. Plusieurs acteurs de ces secteurs de l'école guinéenne étaient présents au cours de cette rencontre. Le point avec Moussa Komara. Après 8 mois de travaux, la Commission nationale de réflexion sur l'éducation présente le rapport provisoire de l'enseignement technique professionnel. Dans ce document de 196 pages, des experts pédagogues de l'éducation font le diagnostic actuel du système éducatif guinéen, suivi des propositions pour qualifier le secteur. Élaborer et mettre en place un programme massif, vigoureux et cohérent de formation de formateurs à court, moyen et long terme. Prévoir dans le plan de formation des instituts de formation un volet consacré à l'enseignement des apprenants porteurs de handicap physique, notamment en pédagogie spéciale et en psychologie de l'enfant. Restructurer les différentes formations qui sont offertes, ainsi que des institutions de formation selon les 3 secteurs de l'économie, primaire, secondaire et tertiaire. Les techniciens de l'enseignement technique professionnel apprécient le contenu de ce document. Ils se proposent de l'enrichir après lecture intégrale. Nous avons compris que les diagnostics ici remontés par la Commission sont vraiment des réalités et nous sommes en train de réfléchir aussi qu'est-ce qu'il faut ajouter à ces réalités et en même temps quelles solutions il faut trouver à ces réalités pour que l'enseignement technique soit vraiment un enseignement digne et un enseignement compétitif. L'objectif de cette réforme est de reconstruire le système éducatif guinéen, malade depuis plusieurs décennies. Cependant, le budget alloué au secteur de l'éducation reste dérisoire. Il faut que l'État assume ses responsabilités, que l'État dépense moins ailleurs et dépense plus au niveau de l'éducation. Peut-être qu'il n'y aura pas une baguette magique, mais puisqu'il y a déjà la volonté, avec la volonté, on peut tout faire. Les réflexions vont se poursuivre sur le document au niveau de l'enseignement technique professionnel. Déjà, la mise en place d'un lycée technique et collège d'apprentissage en Guinée. La promotion des droits des albinos, la problématique était au cœur d'une rencontre ce lundi au cours d'un atelier. Plusieurs hauts responsables du ministère de l'Action sociale et de la société civile ont pris part à la rencontre. Il est question de voir comment protéger cette couche et surtout comment la mettre à l'abri de la mendicité. Diana Yansane. La problématique de la protection des albinos préoccupe les organisations des droits de l'homme. Au centre de ce conclave, la promotion des droits des albinos en Guinée. Le bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies en Guinée invite les représentants de l'administration publique, des ONG, les médias à s'impliquer. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser ces personnes au regard de ce qui se fait, et on peut le voir dans le monde entier, que ces personnes sont l'objet de persécutions, de menaces, d'assassinats, d'actes vraiment horribles. Donc il est temps que cela cesse. Il s'agit des personnes qui
contribuent énormément, qui peuvent contribuer, et donc nous devons nous mobiliser ensemble pour assurer leur protection, les assister et les aider à vraiment bénéficier de tous les droits, notamment les droits à la sécurité, à la protection, les droits à l'éducation, à la santé. Les prochains jours, vous verrez une plateforme, cette plateforme désormais qui va représenter toutes les associations des albinos, et on sera en contact permanent avec le ministère de l'Action sociale, surtout qu'on a un projet de loi que nous voulons faire passer, et au cours de cet atelier même, les gens vont connaître les contenus de ce projet de loi. Cette rencontre a permis aux uns et aux autres de cerner les contraintes et d'affirmer leur engagement à jouer leur rôle. Pendant 2 jours, les acteurs vont échanger sur les méthodes de lutte contre la violation des droits des albinos en Guinée. Des albinos qui ont besoin de plus d'attention sociale pour leur émancipation. Il faudrait qu'à partir de cet instant, que les personnes atteintes d'albinisme puissent aussi saisir d'autres institutions, d'autres espaces de dialogue, de débat, notamment l'Assemblée nationale, pour poser leurs problèmes. Il faudrait que l'Assemblée nationale, les députés, soient sensibles aux questions des personnes atteintes d'albinisme. Les participants venus de l'administration publique et de la société civile s'engagent à s'impliquer dans la sensibilisation pour le respect des personnes victimes d'albinisme en Guinée. Cette activité devrait aider à promouvoir les droits de cette autre couche vulnérable. Et pendant ce temps, à Kindia, des experts de la santé publique sont mobilisés autour d'une campagne de vaccination. Le sujet est simplement en débat. Pour l'instant, beaucoup de maladies sont ciblées. Les participants harmonisent leur point de vue sur les aspects organisation et gestion des intrants. Mohamed Sankon, Marie-Angélique Bangora. La vaccination, sous moins efficace de prévention de certaines maladies endémiques, n'est pas toujours bien menée en Guinée. Et pour cause, les populations sont parfois réticentes et certains agents de santé ne gèrent pas l'opération de manière cohérente. C'est la première fois que cette formation soit organisée en Guinée. Habituellement, les Guinéens sont obligés d'aller soit au Bénin ou bien à Abidjan pour prendre part à cette formation. Donc nous avons estimé qu'il fallait que la Guinée ait un pool de formateurs compétents capables de démultiplier cette formation en direction des autres cadres qui ne sont pas là. Les sujets liés notamment au rôle d'un agent de santé dans la gestion du PEV, SSP, entendez programme élargi de vaccination, soins de santé primaire, la communication en faveur de la vaccination, la gestion des vaccins et des chaînes de froid, la gestion des données et le monitoring seront évoqués par 25 formateurs sous la supervision de 2 experts internationaux. Cette formation va considérablement améliorer la compétence des prestataires. On aura des formations en cascade au niveau des régions, au niveau des districts sanitaires. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. Le ministère de la Santé veut désormais s'inscrire dans cette dynamique pour contrecarrer toutes les maladies évitables par la vaccination. Les 25 formateurs qui, à la fin de cette formation, seront livrés sur le marché du travail guinéen, assureront la formation de tous les nouveaux agents de santé qu'on a sur le terrain, afin de faire en sorte que dans tous les centres de santé, la vaccination soit gérée de façon très professionnelle, avec une bonne organisation. Avec cette formation des formateurs, la Guinée pourra renforcer son système de surveillance épidémiologique et réduire les maladies infantiles dont le taux reste encore élevé. Santé toujours, 2 services désormais disponibles à l'université de Sonfonia, un centre de planification familiale et un autre pour le dépistage du VIH-Sida. Les 2 coins ne désemplissent pas. Pour l'instant, plus de 600 étudiants connaissent leur statut sérologique et en plus, c'est gratuit et confidentiel. Adia Toubari. La prévention du VIH en milieu universitaire est une des stratégies recommandées pour stopper la propagation de cette maladie. En l'espace d'une semaine, 600 étudiants sont venus faire leur test de dépistage dans ce centre médical de l'université de Sonfonia. 3 d'entre eux sont testés positifs. Ils sont référés vers les centres de prise en charge des personnes séropositives de Conakry. Donc nous avons respecté la
la méthode, les objectifs de 90, c'est-à-dire qui consistait à référer 90% des étudiants qui connaissent leur statut sérologique et qui sont sous traitement antirétroviral vers les centres de prise en charge. Le résultat est strictement confidentiel, c'est entre l'étudiant et le médecin. La planification familiale fait partie aussi des activités du centre médical de l'université de Sonfonia. Une première depuis l'ouverture du centre. 2 sages-femmes accueillent les étudiantes intéressées par la méthode. À travers des boîtes à images, elles expliquent les différents modes de planification familiale. Depuis la disponibilité du service, 69 étudiantes se sont planifiées. On a l'implant, nous avons le condom masculin et féminin, nous avons le dépôt Provera et nous avons les pilules. 58 qui ont fait l'implant, il y a 2 cas de microlute, les comprimés, le reste ce sont des dépôts. La manière dont on m'a expliqué, si je ne veux pas avoir de maladie ou si je ne veux pas tomber enceinte avant mon mariage, je préfère me planifier pour un certain temps. La planification familiale et le dépistage du VIH-Sida sont accompagnés de la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Des services intégrés dans ce centre médical de l'université de Sonfonia grâce au programme de prise en charge sanitaire du VIH-Sida et de prévention des infections sexuellement transmissibles. Une stratégie appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Il a également été question de santé lors des travaux du conseil d'administration de la préfecture de Kissidougou. Pas que de santé seulement, puisque des acteurs de tous les autres secteurs ont pris part aux 3 jours de travaux. Les problèmes de la préfecture ont été passés au peigne fin et des solutions proposées. Ibrahim Aketa. Ils sont cadres des services déconcentrés et décentralisés de la sécurité, de la société civile et des partis politiques à prendre part à ce conseil administratif préfectoral de Kissidougou. Sans langue de bois, les participants ont passé en revue tous les problèmes qui entravent le développement de Kissidougou, de la santé en passant par l'éducation, le désenclavement, l'agriculture, l'artisanat, l'élevage, bref. Tous les secteurs ont été touchés pendant les 3 jours de concertation. Une rencontre qui a permis d'évaluer les acquis de la préfecture, identifier les défis et proposer des solutions. Tout ce qu'on a eu à consigner comme résolution et recommandation, en principe, c'est ce qui va constituer la feuille de route pour la gestion des affaires publiques à Kissidougou ici, tant au niveau de la commune urbaine qu'au niveau des communes rurales. Je m'attends à un redressement total de l'ensemble des erreurs constatées et vraiment d'un vrai développement de l'ensemble de nos collectivités. Et désormais, tout sera transparent au niveau de ces collectivités-là. Avec 12 communes rurales et une commune urbaine, le gouverneur de la région administrative de Farana a invité les participants à faire des recommandations de la présente session, une feuille de route pour amorcer le développement de la préfecture. Les conclusions et recommandations que vous venez de présenter témoignent le grand intérêt que vous avez bien voulu apporter à la présente rencontre. Les conclusions de la présente rencontre interpellent chacun de nous, administrateurs territoriaux, élus locaux, organisations de la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses, les jeunes, les femmes, les ONG et les institutions évoluant dans votre préfecture. C'est donc sur une note de satisfaction que les participants se sont quittés après avoir arrêté le budget annuel à plus d'1,736 milliard de francs guinéens. L'actualité nationale toujours avec cette tournée du gouverneur de la région de Farana. Il était récemment dans la commune rurale de Kalinko à Dinguiraye. Il a saisi cette opportunité pour transmettre aux populations les messages de paix et de cohésion sociale du chef de l'État. Arrêt sur image à Kalinko avec Mamadou Paté Baldé. Kalinko, une localité agropastorale et touristique, est une zone qui attire de nombreux opérateurs économiques guinéens. Cette localité qui fait frontière avec la préfecture de Tougui est l'hôte du gouverneur de la région administrative de Farana. Au nombre des messages véhiculés, la paix et la cohésion sociale, mais aussi l'engagement du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à promouvoir le développement aux côtés des communautés.
Ça rassure la population, ça va nous permettre réellement de les unir et de nous faire venir auprès de la population à la base pour qu'on essaie de les sensibiliser, pour consolider l'entente et la paix au niveau de nos districts. Malgré les potentialités dont dispose cette localité, Kalinko est confronté à d'énormes difficultés liées à l'enclavement de cette zone de production. C'est pourquoi les populations sollicitent la réhabilitation du tronçon Kalinko-Selouma long de 35 km. Moi, depuis ma naissance, je dormais avec le problème de la route de Kalinko. Cela fait aujourd'hui 40 ans, 45 ans. La route de Kalinko est là encore. Le gouverneur m'a satisfait. Ces messages ont marqué la délégation et les autorités promettent de maintenir le cap avec pour défi l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Développer nos communautés, c'est quoi? Il faut qu'ils aient un peu de lumière, il faut qu'ils aient la route, il faut qu'ils aient des écoles, il faut qu'ils aient des dispensaires. C'est ce que nous voulons pour la préfecture de Tenguer. C'est ce que nous voulons pour le gouvernorat. C'est ce que nous voulons pour ce pays. Il faut qu'on se donne la main dans le calme, dans la quiétude, dans la grande sérénité pour qu'on essaie de découler avec la plus grande force que nous avons, celle du président qui est le président de l'Union africaine. D'autres collectivités rurales s'apprêtent elles aussi à recevoir les autorités du gouvernorat de Farana, des visites aux couleurs d'une administration basée sur la proximité. La bonne gouvernance, la question intéresse la société civile. Elle fait des propositions pour participer au débat social national. Une mission difficile qui nécessite des moyens. Les partenaires habituels ont décidé d'accompagner l'initiative. Le point avec Ousmane Ba. Un nouveau projet en faveur de la santé communautaire. Le projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance des ressources allouées au secteur de la santé couvre les préfectures de Koya et Fourekaria. Il permet de faire le monitoring des 3 dernières années de gestion du secteur et de faire une projection vers l'avenir. Il faut amener la société civile à jouer pleinement son rôle de contrôle citoyen. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, à informer, éduquer et sensibiliser la population sur le fonctionnement de notre système de santé, de la base au sommet et du sommet à la base. Le projet est piloté par un consortium de 2 ONG locales et financé par le projet d'appui à la société civile de l'Union européenne sur les fonds du 10e FED. Nous sommes donc prêts à soutenir l'action que les bailleurs, il faut qu'on les accompagne parce qu'ils viennent pour nous aider. Il faut qu'ensemble qu'on se mette debout. Il faut que la population ensemble, nous les accompagnons pour, n'est-ce pas, maintenir la santé, pour que le pays aille de l'avant, pour que le pays se développe. Le diagnostic des fonds alloués au secteur pour les 3 dernières années, l'implication des communautés dans la gestion de la santé et sa contribution à son budget sont entre autres domaines de prédilection du projet, ce qui rassure le bailleur. L'équipe du projet, les autorités administratives, les partenaires techniques et financiers et tout le monde puisse soutenir et accompagner ce projet pour qu'il puisse vraiment atteindre ses objectifs au bénéfice général des populations. Les mois à venir, les ressources affectées au secteur de la santé pourraient être mieux gérées et le taux de mortalité connaîtra du recul. La sécurité des personnes et de leurs biens, une préoccupation pour le groupe BCEP. La structure vient de boucler une longue séance de formation pour quelques agents. La formation a duré un mois pour étudier l'éthique et la déontologie en matière de sécurité. Samara Tolno. Ce sont les nouveaux agents de sécurité du bureau de consultation, d'enquête, d'intérim et de perfectionnement BCEP. Durant un mois, ils ont appris avec des experts en sécurité les techniques de surveillance et de gardiennage, mais aussi des méthodes d'escorte et de contrôle. Les jeunes ici présents aujourd'hui sont de nouveaux agents de sécurité recrutés pour les différentes supervisions. Ils vont être des superviseurs, ils vont être des coordonnateurs, ils vont être des responsables des sites. Ils ont reçu une formation de mois de pratique du métier. Ils vont changer le comportement
C'est le visage de BCEP Sécurité. Pour contribuer à la sécurité des populations et de leurs biens, ces nouveaux agents de sécurité vont être déployés sur les sites protégés par le BCEP. Une mission qu'ils s'engagent à accomplir à la dimension des expériences acquises durant leur formation. Nous avons appris l'éthique et la déontologie en matière de sécurité. En plus de ça, nous avons appris aussi l'intervention professionnelle. Donc, en guise de quoi, nous serons à la hauteur de restituer pendant notre service tout ce qu'on a appris en matière de sécurité. Depuis sa création, il y a plus de 20 ans, le BCEP a formé plus de 3000 jeunes. En plus de la sécurité, cette société s'investit également dans la gestion des ressources humaines et la lutte contre le chômage. Son approche principale est l'éducation et la formation des jeunes. Religion, l'islam, direction Togi-Oulé dans Sigiri, la communauté a inauguré une grande mosquée, belle cérémonie qui a mobilisé du monde. Voici les notes du carnet de notre reporter Habib Thiam de retour du village Joma. La grande mosquée de Togi-Oulé, grand foyer de l'islam. Aux côtés de leurs voisins et autres invités spéciaux, tous ou presque ont affronté la canicule pour marquer l'ouverture de cet édifice. Louange à Allah, miséricordieux, de nous avoir donné la chance de vivre ces jours-ci deux événements à grande dimension religieuse et spirituelle. Le Grand Fidaou 2017 de Torinfi, dans sa 16e édition, suivi de l'inauguration aujourd'hui de la grande mosquée multiséculaire Nourou Fodé Kabassila, après son extension et sa rénovation. L'événement s'est annoncé par une série de sacrifices et d'hommages aux fondateurs de Joma et à ses chefs spirituels. De la conviction de ces hommes de foi sont nés Togifing et Togi-Oulé, deux villages voisins condamnés à vivre ensemble pour perpétuer l'histoire. Une mosquée, c'est vraiment un centre d'apprentissage du Coran, un centre d'éducation à travers les enseignements des hadiths et des versets coraniques à l'endroit des fidèles musulmans. Donc je voudrais remercier les fils de ces deux localités, Tunioulé et Tunifing, pour la bénédiction faite pour les défunts et pour la prospérité et le bonheur de notre cher pays, la Guinée. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a toujours souhaité la cohésion et l'unité dans ce pays. Si aujourd'hui donc les fils et filles de ce village se réunissent pour édifier une mosquée que nous inaugurons aujourd'hui, c'est une fierté. Ce natif de Joma a participé aux travaux du chantier durant plusieurs mois. Quand l'imam disait que tous ceux qui ont contribué, j'ai pleuré. Le sentiment qu'il y a, c'est le sentiment de fierté. Pas seulement de moi, mais du village de Joma et de la Guinée, de toute la Guinée. N'oubliez pas que l'installation de l'islam en Guinée, ici fait partie de là. La retraite islamique de Togifi et la reconstruction de la mosquée de Togi-Oulé sont assurées par les fils du terroir. Tous saluent ici la générosité d'une communauté profondément attachée à cette... Et c'est sur ce reportage de Habib Thiam que nous refermons cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.